Alors que le milieu du football et l'envers du décor fascine, interroge, on a pu le voir cette année encore avec la série intitulée La Fièvre sur Canal+. François Darocha Carnero tente dans un nouvel essai de déconstruire la dichotomie entre sport populaire et culture des élites. Par l'histoire, grâce à l'histoire, il y dénonce une hypocrisie, un mépris de classe concernant le football et entend remettre en question deux idées encore prédominantes. La France ne serait pas un pays de football et le foot, ce n'est pas de la culture. Bonsoir François Darocha Carnero. Bonsoir, Quentin Lafay. Et merci de rater pour nous le match du LOSC qui joue en ce moment contre Brest. Je sais que ça vous coûte. Vous êtes historien, chercheur associé au Centre de recherche d'études Histoire et Société à l'Université d'Artois, enseignant à Roubaix, et vous faites paraître Un peuple et son histoire, une histoire sociale qui paraît aux éditions du Détour. Bienvenue dans Question du soir. Il y a quelques semaines, on avait lancé un pourquoi sur le fameux projet Mbappé. Vous savez, ces parents qui deviennent dingues sur le bord des terrains. Il y a eu un incident très grave. Du côté de l'US Colomiers, on voit cette voiture brûlée. Deux éducateurs avaient vu leur voiture brûler. Ça avait même attaqué la maison, le garage. Vous voyez, il y aurait pu avoir un mort. Hein. C'était dramatique. Le directeur technique de l'US Colomiers, le patron de l'association des éducateurs du football français, lançait un appel à l'aide. Je vois le climat se détériorer. Je vois des SMS de plus en plus virulents envers nos coachs dès qu'il y a le moment des choix. Et donc, il y a une forme de banalisation d'une certaine violence. Ce qui freine un bon éducateur, c'est les problèmes inhérents à une saison sportive de jeunes joueurs. Bon, je dois vous le confier, François Darocha Carnero, j'ai découvert avec Pascaline, qui travaille aussi à Question du soir, en préparant cette émission, ce qu'était le phénomène Mbappé, le projet Mbappé plus exactement. Expliquez-nous alors de quoi il s'agit et ce que ça raconte du rapport d'une partie de la population à ce sport, le football. Eh bien, ce que c'est, en fait, c'est le pari que font des parents de fournir un coach privé en football pour que leurs enfants soient les plus aptes possibles à entrer en centre de préformation pour entrer ensuite en formation et dans l'espoir de devenir footballeur professionnel. Mais en fait, ça dit surtout plus de l'hyperparentalité que du football lui-même. Faut pas oublier que ça existe ailleurs dans d'autres sports. Ça me fait penser immédiatement à cette affaire qui avait défrayé un petit peu la chronique il y a une vingtaine d'années autour du tennis avec ce père de famille qui droguait les adversaires de son fils en mettant des médicaments, du Temesta, si mes souvenirs sont bons, dans la gourde des adversaires, ce qui avait valu quand même un accident de la route mortel à un des adversaires. Donc ce n'est pas propre au football. Mais évidemment, le football est une telle caisse de résonance sociale et représente un tel espoir d'ascenseur social qu'on peut comprendre que des parents aillent vers cet extrême. Et d'ailleurs, c'est ce que vous écrivez, en partie ce que vous écrivez, hein, le sport est l'un des rares lieux où il est possible pour les catégories populaires de voir un des siens devenir célèbre. Est-ce que c'est vrai d'abord statistiquement et surtout est-ce que c'est un imaginaire bien vivant dans les catégories populaires? Alors c'est plus un imaginaire qu'une réalité statistique parce qu'il est très très difficile de devenir joueur professionnel. J'ai l'habitude de dire de façon un petit peu taquine que c'est finalement plus facile d'entrer à Normal Sup que de devenir joueur professionnel, même de deuxième division. Donc ça déjà statistiquement il faut vraiment se méfier. Mais le fait est que ça permet à quelques personnalités issues de milieux populaires d'accéder à un métier valorisé, à une image qui est publique et puis à un salaire qui semble appréciable. Quand est-ce qu'il est né cet imaginaire? Est-ce que le football a toujours charrié avec lui l'imaginaire d'une possible ascension sociale? Non, pas toujours. Souvent, on a le récit des parents qui bloquent à l'idée que leur fils puisse devenir footballeur professionnel. Je cite par exemple le cas de Roger March, qui a longtemps été le recordman de sélection en équipe de France. Lorsqu'il est approché par le Stade de Reims, alors que c'est un petit joueur d'un club ardennais, lorsqu'il est approché par le Stade de Reims, il ne donne même pas suite parce qu'il est persuadé que son père refusera qu'il devienne professionnel, qu'il touche de l'argent en jouant
en foot. Donc ce n'est pas un imaginaire installé immédiatement, c'est un imaginaire qui se construit petit à petit et surtout à mesure que se construisent probablement les centres de formation et l'idée qu'il y a un métier du football possible à partir de la fin des années 60, début des années 70. Bon, parmi les autres imaginaires qu'il faut déconstruire, François Darocha-Carnero, est-ce que vous faites en utilisant les armes de l'histoire, c'est que le football aurait toujours été un sport populaire. Alors justement, faites-nous le récit de ce sport qui ne l'est pas encore. Le récit dépasserait l'horaire certainement qui nous est attribué. Ouais. Mais pour faire bref, on a un sport qui s'implante venu des îles britanniques auprès de communautés d'abord britanniques, de communautés immigrées. C'est un sport d'immigrés pratiqué par des Anglais qui continuent leur culture sportive en pratiquant ce jeu devant des foules. Alors des foules, non, devant quelques spectateurs français, continentaux. Et ensuite, on voit ce transfert arriver dans les cours d'école, les cours de lycée. On a l'exemple, parmi tant d'autres, de Tourcoing, où le professeur d'anglais, Achille Beltête, importe le football comme méthode éducative. Mhm. Il y a, dans le même temps, ou un tout petit peu après, dans les années qui suivent, là on est à la fin du 19e, donc au tournant du 20e, du 19e et du 20e, il y a également donc les centres de patronage, les patronages, qui adoptent le football. Alors pour construire une communauté, ça permet de créer un esprit de groupe, pour fortifier les corps et fortifier la foi, et puis également pour contrôler les passions. On est là dans l'imitation de ce qu'ont fait les victoriens en Angleterre, les chrétiens musculaires. Les patronages catholiques reprennent finalement ce qui a déjà été testé outre-Manche. Et petit à petit, à la fin des années 1900, on semble mesurer une petite popularisation qui se met en place avec une plus grande part laissée au récit du football dans la presse. Alors on hésite encore, nous, dans notre banc d'historiens du sport, on hésite entre les années 1908-1912, mais C'est l'une de vos controverses. voilà, c'est une petite controverse, ou plutôt une petite discussion qu'on peut avoir entre nous. Le fait est que la véritable popularisation, c'est quand même la Première Guerre mondiale. De quelle façon ? Parce que la Première Guerre mondiale permet la promiscuité entre les classes sociales, et surtout, là, entre les classes sportives, ceux qui pratiquent le football, et de nouvelles classes qui n'étaient jusqu'alors pas initiées à ce sport. L'ouvrier, bien sûr, le paysan, le campagnard, bref, des masses qui arrivent dans le monde du football, et cela correspond également à une mise en spectacle qui se met en forme, qui se développe dans ces années-là, autour de la Première Guerre mondiale, un peu avant, un peu après, avec des personnages clés qui sont très représentatifs parce qu'ils sont héros de la guerre. Je pense à Lucien Gamblin, ou parce qu'ils sont caricaturaux, ils sont le vrai Titi parisien tel que peut l'être Pierre Chériguès. Ces années-là, c'est aussi la naissance des premiers clubs sportifs, en l'occurrence des premiers clubs de football. Et vous m'apprenez, notamment dans cet ouvrage, que le café, cet espace-là, occupe une place centrale dans la naissance des clubs de foot. Pourquoi ? De quelle façon ? Imaginons jouer au foot dans le cadre d'un club, mais sans équipement. Sans autre équipement que les chaussures ou que le ballon. Où se trouve le clubhouse ? Dès lors qu'il n'y a pas de stade, dès lors que le terrain est finalement improvisé, eh bien, il faut bien trouver un endroit pour se changer, pour retirer son costume de ville et mettre une tenue un peu plus sportive, un peu plus adaptée au sport, ou pour se réunir, pour régler un petit peu toute la vie associative qui se cache derrière le football. Et cet endroit, généralement, c'est le café. 1932, année charnière, année de la professionnalisation. Là encore, de quelle façon ? Alors, de la professionnalisation officielle, puisqu'en fait, l'amateurisme marron, c'est-à-dire le fait de se déclarer amateur tout en touchant de l'argent par l'exercice de son sport, existe depuis avant la Première Guerre mondiale. Je citais tout à l'heure l'exemple de Pierre Chériguès. Pierre Chériguès dit à la fin de sa carrière qu'il a toujours vécu du football. Or, sa carrière commence à la veille de la Première Guerre
Guerre mondiale. 1932, des patrons se mettent à lancer le football professionnel, et un patron en particulier, Jean-Pierre Peugeot, qui crée à la fin des années 20 un club de football, le FC Sochaux-Montbéliard, qui, étant le seul club officiellement professionnel en France, n'a pas d'adversaire a priori, puisqu'il faut être professionnel pour avoir le droit de jouer contre des professionnels, dès lors que le professionnalisme est interdit. Donc il crée quand même une coupe, non officielle, la coupe Peugeot, la coupe Sochaux, qui finalement sert de prototype à ce championnat professionnel qui voit le jour en 1932 et dans lequel s'engagent plusieurs clubs français de haut niveau en général. Alors avec une petite hypocrisie certainement de façade, on peut penser au Racing Club de France qui est obligé de devenir le Racing Club de Paris puisque la section football devient professionnelle, mais tout le reste du club conserve son étiquette d'amateur. La popularité du football grimpe de décennie en décennie. Ce qui m'intéresse, qui m'a frappé aussi, c'est le cœur des années 60. Pourquoi cette aura-là, l'aura du football, diminue-t-elle au cours de cette décennie? Alors, pour de multiples raisons. D'une part, parce qu'il y a des équipes qui sont moins performantes. Une équipe de France qui ne fait pas rêver. Une retransmission du football qui est lacunaire. L'ORTF régulièrement diffuse un petit peu de football, c'est-à-dire 10 minutes à droite, un quart d'heure à gauche, mais rarement un match entier. Il faut qu'une équipe gagne pour qu'un sport soit populaire. En tout cas, ça a aidé à l'être dans les années 70 avec les Verts. Les Verts ont marqué l'épopée verte des années 70, a Les marqué Verts, c'est un Saint-Étienne. véritable tournant. Saint-Étienne en Coupe d'Europe, ça a vraiment converti un certain nombre d'individus d'une génération née dans les années 50 à ce nouveau sport, à ce nouveau sport qui n'est plus nouveau, mais à une mode donc qui s'est imposée. Allez, il faut parler maintenant des années 70. Ce sport-là va rayonner dans les années 70 avec l'expansion de l'éducation au football, les modifications structurelles et surtout Téléfoot. Qu'est-ce que Téléfoot vient faire dans tout ça? Téléfoot, c'est quand même une émission qui, toutes les semaines, parle du football et en parle à la télévision. Là, justement, où on vient d'avoir une télévision, 10 ans auparavant encore, qui ne diffuse qu'avec parcimonie les matchs de football. Mais ça, c'est la théorie de la poule ou l'œuf. Est-ce que Téléfoot existe parce que le football est déjà populaire ou est-ce que c'est l'inverse? Les deux. Les deux. Il faut que le football soit populaire pour trouver un public et évidemment pour imposer une émission comme Téléfoot, euh, pour suivre le championnat. Mais il est aussi certain que cette émission propose véritablement un bilan hebdomadaire du football français, du football européen et mondial également, puisqu'il y a des reportages qui sont régulièrement faits à l'extérieur de nos frontières, mais c'est centré essentiellement sur le football français. Et c'est une forme d'éducation au football qui s'implante là par la petite fenêtre sur une population bien élargie. Après cette histoire rapide, hein, il faut bien le reconnaître, la faute au format, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à l'imaginaire qui entoure le football, en commençant par cette citation issue de votre ouvrage, François d'Arocha Carnero. Installé dans le paysage français, le football emprunte des voies variées. Pour autant, il est bien inscrit dans un espace culturel large, obligeant à questionner de nouveau la vieille opposition entre culture des élites et culture populaire, fin de citation. En quoi le football remet-il en cause cette frontière factice entre les deux? Il remet déjà en cause cette frontière à partir du moment où le football ne plaît pas seulement qu'à ce qu'on considérerait comme le peuple. Des élites adhèrent également à la culture du football aujourd'hui et certaines revendiquent. On peut penser aux 3 derniers présidents de la République qui se déclarent comme étant véritablement amateurs de football. Ce n'était pas le cas de leurs prédécesseurs au pluriel. Valéry Giscard d'Estaing, un petit peu mis à part et encore. Mais c'est une donnée quand même à prendre en compte. Maintenant, cette frontière-là, elle subsiste quand même, puisqu'il y a des difficultés à reconnaître le footballeur comme un acteur majeur, un acteur professionnel, un métier Un véritable, travailleur, un même, dites-vous. travailleur, voilà, un travailleur, et puis comme étant une représentation nationale digne de ce nom. Nous n'avons pas de footballeur au Panthéon. Les Portugais en ont, ils ont Eusébio.
Raymond Kopa n'est pas au Panthéon. Alors je ne me bats pas pour que Raymond Kopa rejoigne le Panthéon, ni Étienne Matler ou quelques autres. Mais le fait est qu'il faut écrire des livres, composer de la musique, peindre des tableaux, faire des recherches en laboratoire scientifique pour avoir le droit au Panthéon. Mais là, est-ce que c'est un mépris du football en particulier ou du sport en général? Il n'y a Du- pas non plus d'autres sportifs qui... Du sport en général, le fait est que c'est la culture sportive là qui prend, et la culture populaire dans la mesure où c'est aussi la musique populaire qui est absente, à l'exception de Joséphine Baker, mais qui n'y est pas comme chanteuse ou danseuse. Vous vous attaquez aussi dans cet ouvrage au mépris que l'on adresse même parfois régulièrement au football. Je voudrais vous faire entendre la voix d'un acteur qui illustre peut-être cette tendance. La seule chose que je peux dire, parce que ça je peux le dire, j'ai la légitimité de le faire, ce serait un championnat du monde des acteurs par exemple. Je pense que je ferai une conférence de presse et je dirais, moi personnellement, j'ai encore envie de gagner tel ou tel prix, mais je renonce à y aller. Je pense qu'un grand footballeur, j'adorerais me transformer en une grande star de football dans les 5 ou 10 plus grandes stars du monde, je vais pas donner de nom, mais faire une conférence de presse et dire voilà, j'ai eu X fois le ballon d'or, je suis extrêmement demandé, je gagne beaucoup d'argent. J'ai pris la décision personnelle de ne pas aller au mondial sans prévenir mon entraîneur et mon pays. Messieurs, mesdames, et je me lève, à la Pompidou pour l'affaire Gabriel Russier. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui commenceraient à dire à la vache. Et après, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça a l'air simpliste, mais ça peut venir que des joueurs. Ça ne peut pas venir d'un État. Un État n'a pas le droit de demander à des joueurs ou à Didier Deschamps, je vous demande de boycotter la Coupe du Monde. Mais un joueur, il est libre, c'est un artiste. Il peut, lui. Donc je trouve que ça serait bien, oui. Comme moi, j'aime bien dormir tranquille et que j'aime bien avoir un sommeil où je me dis que j'ai en tout cas pas trop de choses à me reprocher, je ne regarderai pas la Coupe du Monde. La voix de Vincent Lindon, il s'exprimait le 30 août 2022 dans l'émission C'est à vous. Il évoquait le boycott de la Coupe du Monde au Qatar. Et François Darocha-Carnero, lorsque vous avez entendu les premières syllabes de cet extrait, vous avez commencé à vous frotter les mains et vous ne vous êtes pas départi de votre sourire en l'écoutant. Alors qu'est-ce que ça vous évoque? Je trouve que c'est magnifique, les belles intentions. Un championnat du monde des acteurs, ça existe, c'est le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes en 2022, c'est-à-dire 3 mois avant que Vincent Lindon ne prononce ces mots, c'est Vincent Lindon qui le présidait, le jury du Festival de Cannes. Et dans ce Festival de Cannes-là, dans cette édition-là, dans les compétitions parallèles, Un certain regard et la quinzaine des réalisateurs, il y avait des films financés par le Doha Institute, Doha Film Institute, qui est présidé par la propre sœur de l'émir du Qatar. Il ne s'est pas levé façon Georges Pompidou. Il est resté président du jury. Je ne connaissais pas l'expression se lever façon Georges Pompidou. C'est ce qu'il a exprimé. Bon, on pourrait éventuellement considérer que c'est juste là une petite facétie de sa part. Mais enfin bon, les arguments qu'il utilise, oui, il y a de l'argent dans le football. Mais de quel milieu vient Vincent Lindon? Ce n'est pas l'acteur social qu'il prétend être. Il y a une imposture à se faire passer pour quelqu'un du peuple qui, lui, aurait les enjeux comparables à un joueur qui pourrait partir comme ça de la Coupe du Monde. Il n'y a que très peu de Coupes du Monde qu'un joueur peut disputer. Au-delà de Vincent Lindon, pourquoi dites-vous que le football est un objet souvent de mépris du point de vue des élites? Pourquoi le football en particulier? Là, on le voit. Là, c'est Là, clairement. on le voit, mais justement au-delà de ça, Là, on le au-delà de voit. ce cas. Lorsque Vincent Lindon réagit, il ne réagit pas à propos du Grand Prix automobile. Ce n'est pas le même public qui regarde le Grand Prix automobile, même s'il y a un public très populaire aussi qui est adepte de C'est pas le même monde non plus, c'est pas la même ampleur, ce c'est n'est pas pas- les mêmes symboles. Ce ne sont pas les mêmes symboles, mais c'est les mêmes pays qui accueillent certaines compétitions des Grands Prix automobiles. L'Arabie Saoudite, en l'occurrence, à Jeddah. Alors là, c'est une expression de ce mépris de classe, mais il y en a bien d'autres. On pourrait penser, encore une fois, aux commentaires que Je me l'on peut permets juste avoir. de vous couper sur un point, pardonnez-moi. Pourquoi Ouais. dites-vous mépris de classe? En l'occurrence, il me semble pas que là, Vincent Lindon attaque des joueurs parce qu'il viendrait d'un milieu populaire. Il Ah attaque non. plutôt un système fondé sur l'argent. Donc pourquoi dites-vous mépris de classe? Mais d'où viennent les joueurs qu'il attaque par le système, par le biais du système, de l'attaque du système? D'où viennent-ils? De quelle classe viennent-ils? Pas de la sienne, justement.
Et donc je continue sur la façon dont les élites abordent cette question du sport et du football. Pourquoi y a-t-il un mépris systémique selon vous à l'égard de ce sport? Systémique. On ne peut pas considérer que que ce soit vraiment systémique, mais la valorisation d'un enfant qui joue au football, la valorisation scolaire, où est-elle? La valorisation scolaire d'un enfant qui fait de la musique, qui pratique des beaux-arts, là on la retrouve. Pourquoi la France n'est-elle pas considérée comme un pays de football alors que tout, dans les chiffres, dans les statistiques, structurellement laisse entendre le contraire? Je crois que c'est surtout un biais médiatique, une déformation médiatique que l'on peut avoir sur le regard que l'on peut porter sur le football français. À force de rêver au football anglais ou au football espagnol, on oublie que le football français peut être de qualité avec ses propres qualités, avec ses propres compétences, avec ses propres enjeux. Mais c'est un football qui vaut le coup également d'être regardé, d'être vécu et d'être joué. Vous expliquez bien, hein, François Darocha-Carnero, que l'une des forces du football, c'est son pouvoir d'identification, que l'on soit supporter, parent de supporters, ami de supporters, où que l'on soit d'ailleurs, il y a une force d'identification dans ces joueurs qui sont sur le stade. Expliquez-nous là aussi pourquoi, comment cela fonctionne-t-il? Alors, ça fonctionne avec des outils très variés. Ça peut être aussi bien la visite en direct du stade, le fait d'aller régulièrement au stade et et le spectateur se prend pour le joueur qu'il voit, ou plutôt transfère sur le joueur qu'il voit toutes ses passions, un certain nombre de passions, d'envies, de besoins. Mais ce peut être aussi dès le plus jeune âge, et surtout à partir des années 70, par le biais des petites vignettes que l'on peut coller. Et là, on a les héros. Les vignettes Panini. Les vignettes Panini. Et donc, finalement, c'est la construction qu'on retrouve dans n'importe quel type de culture aussi. La construction de mythes et de héros qui permettent de construire ces représentations et ces identifications. J'aimerais vous faire entendre la voix de Wissem Belgacem. Il s'exprimait le 15 novembre 2024 chez nos amis de France Info. Les fans dans les stades n'ont plus l'excuse de dire « Ah, on ne savait pas ». Parce que le sujet maintenant il est visibilisé. Donc en fait ils savent que dire sale pédé, que dire enculé, ça blesse des gens, ça dégrade une pratique que beaucoup de personnes homosexuelles font dans leur chambre, dans leur intimité. Et donc en fait ils peuvent plus utiliser la carte de dire on savait pas. Donc en fait là les gens sont conscients qu'ils sont homophobes, ils continuent, ça les dérange pas. Et le plus triste dans tout ça, c'est que je ne vois ni le gouvernement, ni les instances dirigeantes sportives être en mesure de les arrêter. Comment l'historien que vous êtes, François Darocha-Carnero, aborde cette question du racisme et de l'homophobie dans les stades de foot et au-delà d'ailleurs dans le milieu du football? Cela me semble deux sujets totalement différents, le racisme et l'homophobie, dans le cadre du football. D'une part parce que le racisme est souvent joué contre les joueurs eux-mêmes, là où l'homophobie, finalement, s'exprime avec le refus de joueurs de se considérer ou d'accepter que certains de leurs partenaires le soient. Donc, Il y a le racisme du côté des gradins et l'homophobie du côté du stade. il y a aussi le racisme du côté du terrain. Du terrain. Il y a aussi. Mais le fait est que les joueurs sont immédiatement victimes de racisme, et ça se voit, et ça s'entend. Là où les joueurs victimes d'homophobie ne peuvent pas le montrer, ne peuvent pas dire qu'ils en sont victimes, ou peinent à le dire. Wissem Belgacem est l'un des très rares joueurs, ancien espoir de Toulouse, un des très rares joueurs à avoir parlé de son homosexualité. Sur les quelques 940 joueurs de l'équipe de France qui ont porté le maillot de l'équipe de France depuis 1904, il n'y en a qu'un seul qui ait fait son coming out, et encore, une fois sa carrière active largement terminée. Donc, il y a véritablement un dossier qu'il faut ouvrir, qu'il faut traiter, et qui ne peut pas se contenter, qui ne peut pas être réglé avec juste une journée contre l'homophobie et puis un brassard arc-en-ciel porté par les capitaines. C'est bien au-delà, c'est une lutte quotidienne, entre autres dans les centres de formation, entre autres dans les clubs de football. C'est par le biais des éducateurs que ça peut jouer. Et là, ça rejoint en revanche le racisme, puisque c'est aussi une façon d'éduquer que de faire passer le message par les éducateurs.
Le football est-il un art de la dramaturgie capitalisme? On a beaucoup parlé de capitalisme en creux dans l'ensemble de nos discussions, c'est peut-être en filigrane, mais si on l'aborde de front, est-ce que le football, c'est le fruit de la spectacularisation de ce capitalisme? Ça l'est en grande partie, même s'il y a eu des essais de football populaire dans les années 60-70 qui voulaient se passer du cadre capitaliste. Le fait est que le football apparaît au moment où le capitalisme se développe et ça explique aussi pourquoi le système associatif est un système démocratique. On est dans la même concordance des temps. Le fait est donc que le football est un loisir capitaliste, mais il ne faudrait pas arrêter le football au seul argent. Et il existe encore des possibilités de vivre le football hors cadre capitaliste. Et puis si le capitalisme n'avait que l'odeur du football, eh bien, je deviendrais capitaliste peut-être. Il faut lire votre ouvrage Un peuple et son football, une histoire sociale, signé par vous-même, François Darocha-Carnero, pour démonter quelques idées préconçues sur le football avec le prisme de l'histoire. Merci d'être venu ce soir dans Question du Merci. soir.